Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Vous vous êtes entraîné sérieusement pendant des mois, votre course approche et patatras, une tendinite, une déchirure ou une fracture de fatigue vient mettre tous vos plans par terre. Quasiment tous les sportifs amateurs et professionnels sont passés par là et on sait à quel point c'est difficile de se blesser et à quel point notre morale peut en souffrir. Alors comment ne pas déprimer ? Comment repartir du bon pied après une blessure ? Et surtout, comment éviter que ça recommence ? On va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Safe Pace, c'est parti. Cet épisode de Safe Pace est rendu possible grâce à notre partenaire Garmin. Que vous soyez trailer, randonneur, alpiniste ou passionné d'exploration, les montres Garmin sont pensées pour la montagne. Cartographie détaillée, suivi d'itinéraires, coaching personnalisé, dénivelé en temps réel, tout est là pour vous guider, même loin des sentiers battus. Et si vous cherchez le top du top pour vos aventures en montagne, on vous recommande la nouvelle Garmin Fenix 8 Pro, une montre robuste, bourrée de technologie, avec une batterie longue durée pour vos expéditions les plus ambitieuses. Épisode exceptionnel de Safe Pace aujourd'hui puisque nous sommes à Tignes pour les étoiles du sport avec notre partenaire Garmin et avec bien sûr l'équipe d'experts de Safe Pace, Charlotte Morel, Fred Belaubre et Hugo Tormento. Ça va les Bonjour, amis ? monsieur. En forme ? Super bien. Malgré l'altitude, vous avez bien dormi ? Ouais, petite forme quand Ouais, même. ouais, ça s'entend à la voix, ça s'entend à la voix. Et avec nous, 3 invités prestigieux qu'on est ravis de recevoir. Salut Cathy Scheid, bienvenue dans Safe Pace. Tu es américaine, tu as 33 ans et tu es, je pense qu'on peut le dire, la nouvelle boss de l'Ultra Trail. Vainqueur de l'UTMB en 2022 et 2024, vainqueur de la Diagonale des Fous en 2023 et championne du monde de trail long en 2025. Tu as évidemment connu des blessures au cours de ta carrière, donc tu vas pouvoir donner des conseils à nos auditeurs. Et il se trouve que dans la vie, tu es en couple avec un certain Germain Grangier qui est là aussi. Salut Germain Grangier. Eh bien bonjour. Bienvenue dans Safe Pace. Tu fais partie des meilleurs ultra-trailers français, avec récemment une 3e place à la Hard Rock derrière Mathieu Blanchard et Ludovic Pommeret, une 2e place sur la Diagonale des Fous en 2023, 3e de l'UTMB la même année et vainqueur du 90 km du Marathon du Mont Blanc, toujours en 2023. Ça va, j'ai bon ? Moi je me suis arrêté en 2023. Et on tenait vraiment à t'avoir aujourd'hui parce que justement tu traverses une période difficile depuis quelques mois avec une mystérieuse blessure aux jambes. Tu vas nous raconter tout ça et évidemment tu es très bien placé aussi pour parler du sujet du jour. Et puis on ne peut pas parler blessure sans avoir un professionnel de santé. Salut Johan Vitton, bienvenue dans Safe Pace. Tu es kiné du sport, ostéopathe, préparateur physique. Tu as beaucoup bossé avec des athlètes de haut niveau mais pas que, aussi avec des amateurs. Et évidemment, ton expertise est essentielle pour le sujet du jour. Alors pour commencer, Katie, quelle est la pire blessure que tu as dû affronter dans ta carrière ? Je pense que j'ai pas un blessure qui était plus pire, mais j'ai beaucoup de problèmes avec mon genou. Le genou ? Ouais. Donc quoi, c'est des tendinites, c'est... On sait pas. On sait pas. Ouais. Okay. C'est possible, c'est possible qu'on sache pas ce que c'est une blessure. Oui. Ouais. Qu'on sache pas l'identifier. Ouais, ça, Johan. c'est l'expérience. Ça, souvent, en fait, il faut aussi différencier blessure de douleur. Et bien souvent, on va dire blessure pour douleur. Et peut-être qu'on développera un peu après, mais la douleur fonctionne aussi d'une manière très particulière. Et vous, l'équipe, Hugo, c'est quoi ton pire souvenir de blessure ? La liste. Ouais, je dirais c'est la clavicule, un petit footing, un dimanche de Noël, très content avec mon frère, fin de discussion, je fais pas trop gaffe et malheureusement je me vautre à l'arrêt et je me relève avec la clavicule complètement pétée. Aïe. Et ça a bien fêté la période de Noël, c'était très sympa. Fred ? Ouais, la liste est tellement longue sur ces 20-25 ans de triathlon à haut niveau. Récemment, je me suis fait une fracture du sacrum, alors que je suis plutôt sur une pratique, on va dire, loisir-performance. Donc, je pensais être sorti des blessures, mais comme quoi... Fracture de fatigue. Ouais, fracture de fatigue du sacrum, alors que j'avais pas l'impression de faire autant de kilomètres qu'avant. Mais voilà, ça peut arriver malgré tout. Et dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de tendinites qui ont été très difficiles à faire partir. Et je pense qu'on en reparlera après, mais l'aspect mental, quand on est blessé, il joue un rôle énorme. Et moi, ça m'a vraiment fait souffrir pendant ma carrière de faire traîner une blessure pendant longtemps. C'est ça le plus dur. Ouais, on va parler bien sûr de l'aspect psychologique des blessures. Charlotte, même question. Ton pire souvenir de blessure ? Moi, c'est vrai que comme Fred, j'ai eu pas mal de blessures dans ma carrière, beaucoup de fractures de fatigue, mais en fait, celles qui m'ont le plus embêtée, c'était les tendinites.
parce que les tendinites, c'est un truc où tu sais jamais combien de temps ça va te prendre pour te soigner, et ça peut être très long. Ouais. Et notamment une tendinite du TFL, c'est elle qui m'a fait vraiment... Donc, TFL, c'est. Tenseur du fascia lata, donc l'insertion sur le côté latéral du genou. C'est ce qu'on appelle le syndrome des essuie-glaces, Exactement. que beaucoup de coureurs malheureusement connaissent. Ouais. Et celle-là, elle m'a vraiment embêtée. Et donc, du coup, les fractures fatigue, on sait qu'on en a pour 4-6 semaines. Donc, on a un délai et on fait autrement. On fait de la natation, du vélo. Ou il y a d'autres solutions pour continuer l'entraînement. Mais la tendinite du TFL, je pouvais plus rouler, plus courir, même nager, c'était compliqué. Donc, vraiment, celle-là, c'était compliqué, quoi. On va parler de ce syndrome des essuie-glaces avec toi, Johan, parce que je pense que ça concerne beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont envie d'avoir des conseils pour s'en sortir. Alors Germain, évidemment, tous les gens qui te suivent savent que tu traverses une période compliquée. Tu racontes ton parcours du combattant sur les réseaux sociaux. On arrive à te suivre au jour le jour avec tes vidéos. Alors si j'ai bien compris, je parle sous ton contrôle, tu as une sorte de problème un peu mystérieux aux jambes qui provoque une perte de force à tel point que parfois tu peux plus marcher du tout au bout d'un certain temps, tes jambes te portent plus, tu n'arrives plus à marcher tout simplement. Ça a commencé quand et est-ce que tu en sais plus aujourd'hui? Alors oui, ça a commencé en 2024, à l'UTMB 2024. Pendant la course? Pendant la course, ouais, où au bout de 15-16 heures, j'arrive au col de la Forclaz, entre Champé et col de la Forclaz, où j'étais encore deuxième, et d'un coup, je sens un truc bizarre, je perds vraiment de la force dans mes jambes, et surtout la coordination. J'ai plus du tout le schéma mental de la foulée. En fait, je suis obligé de me poser, de réfléchir super longtemps pour faire des pas. Et donc ça, c'est très bizarre. Donc suite à ça, j'ai fait pas mal d'examens. Imagerie, quoi. Imagerie, rien. Du coup, je fais la diagonale un peu plus tard. Pareil. Diagonale des Fous à La Réunion. Oui, pardon. Ça arrive un peu plus tôt dans la course, au bout de 12 heures. Donc je continue mes examens, mais je trouve rien, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, en 2024, c'est que ça m'arrive, et 24 heures plus tard, je suis plus du tout symptomatique. D'accord. Donc j'ai plus du tout les symptômes, tout va bien. Donc tu reprends l'entraînement normal. Je et passe pour un mytho complet. Ouais. Non, mais quelque part, Ouais, c'est dur à expliquer aux médecins, à tout le monde, à dire ok, en fait mes jambes ne marchent pas, et tout le monde dit ouais, ok, saison dure. Je dis non, pas saison dure, saison jambes qui marchent pas, quoi. Toi, tu savais qu'il y avait un truc qui clochait, quoi. Bah ouais, clairement. En fait, quand tes jambes te portent pas et que t'as pas de force, c'est pas juste que tes muscles sont fatigués, c'est juste qu'en fait mécaniquement, ça marche pas. En fait, t'as pas la commande, t'as rien qui marche. Je change un petit peu mon entraînement, je change ma nutrition. On se dit que c'est sûrement des trucs à l'effort qui doivent se passer. Et petit à petit, en 2025, voilà, je finis les courses, mais c'est pas fou. À la fin des courses, je sens que mes jambes, elles sont vraiment bizarres. T'arrives quand même à faire 3e sur la Hard Rock cette année. Ouais, alors 2025. après, on comprend pourquoi j'y suis arrivé, parce qu'en fait, la Hard Rock a une cinétique. Dites-moi si j'utilise des mots un peu trop... Cinétique, Ouais. tu peux préciser ce que Ouais. tu entends par là? En fait, c'est une vitesse de progression qui est très basse, du D'accord. fait de l'altitude. Ok. C'est en gros une grande randonnée. Tu marches beaucoup. Par exemple, quand tu arrives à la mi-course, sur la fin de course, j'ai presque couru peut-être 1 heure en cumulé, vraiment, D'accord. sur 10 heures, les dernières heures. Donc, voilà, ce problème, il est exacerbé une nouvelle fois de plus. Exacerbé, c'est un petit peu premium. Non, ça va, ça Non, va. ça va. Donc, ouais, ce problème, il est exacerbé par la course à pied, en fait. Donc, D'accord. moins il y a de course à pied, moins je suis touché. Et donc, voilà, UTMB 2025, au bout de 6-7 heures, ça s'installe. Et pareil, j'arrive à la Foulie, d'un coup, j'ai plus rien. Plus possible de ne serait-ce non. que marcher, quoi. Mais en fait, le différentiel est trop marrant, parce que je vais très bien énergétiquement, mais je peux pas marcher. Et là, je me fais doubler. J'ai l'impression, en fait, le dernier du TMB à ce moment-là est plus rapide que moi. Ouais. Donc, c'est très bizarre. Mais je suis encore dans le top 5 ou le top 10. Et je suis comme ça, où je peux pas marcher, quoi. Donc, Ça doit être ultra frustrant parce que tout le monde doit te dire allez, courage, ouais, accroche-toi. voilà. Accroche-toi. Et je m'accroche aux arbres. Je peux pas descendre. Et j'en suis au point où, pour monter une marche, il faut que je soulève ma jambe Ah oui. avec mes mains. Et je la mets sur la marche. Et après, je me tire Ah oui, sur un d'accord. gars qui passe sur Ouais. des branches. Ouais, non. Donc Pour là, rentrer dans la l'abandon, voiture, je ne peux pas rentrer dans la voiture pour abandonner. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me mette dans la voiture. Ouais, c'est incroyable. Donc, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Là, on va dire, il y a la confirmation 1 an plus tard qu'il y a vraiment un truc et que ça arrive
plus tôt. Mais je sais toujours pas ce que c'est. Est-ce que c'est vasculaire? Est-ce que c'est nerveux? Est-ce que c'est du surentraînement? Est-ce que je suis au bout du rouleau? Est-ce que je suis trop vieux? Non, mais c'est des questions qui, au final, des fois, tu commences à te les poser, quoi. Tu te dis, bon, bah, en fait, est-ce que je dois encore faire ça? Est-ce que mon corps, il peut encore faire ça? La chance que j'ai à ce moment-là, c'est que ça s'installe. 24 heures après, c'est toujours là. Et en fait, ça me lâche plus pendant 6-7 semaines. Donc ça permet de faire des examens et donc d'aller voir le là, médecin. je refais tous les examens, je suis symptomatique, je cours autour des hôpitaux, on met sur le tapis, je recours, on met dans les escaliers. Bref, bêta-testeur, tout le monde est excité parce que c'est trop... Ils sont excités parce que en fait, ils savent pas ce que j'ai. C'est Dr House, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Tout le monde s'essaye. Faudrait te faire des IRM comme ça, te bouger dans la machine. Je vois, les gars, ça fait déjà 3 IRM. J'aime pas trop ce genre de méthode. Enfin, Et donc, au final, est-ce qu'on sait ce que c'est? au final, petit à petit, on est tombé sur un problème nerveux, rien de vasculaire. Et en gros, j'avais un problème de compression d'un nerf dans mes jambiers antérieurs, donc sous le genou. Ok. Qui fait que ça court-circuitait l'information. Et en gros, en fait, j'avais plus de force du tout dans mes pieds. Et les jambes, après, devaient contrecarrer le manque d'effort dans les pieds. Et à la fin, en fait, au repos, ou même si j'essayais de marcher ou courir 2 minutes, en fait, j'avais zéro force dans mon pied. On me demandait de le relever mon pied. Et je regardais mon pied. Et les médecins me disaient, allez, relève-le. Et en fait, je le regardais. Et en fait, il bougeait pas, quoi. D'accord. Donc c'était un nerf incapable. comprimé, compressé c'est ça. dans la jambe. T'as été opéré pour ce problème-là. C'est Donc ça. là, t'es en rééducation en ce moment. C'est ça. Est-ce que le problème, a priori, a disparu? Alors oui, il y a clairement un avant et après l'opération, dans le sens où les derniers jours, j'étais quasiment dans une situation de handicap. Je ne pouvais pas descendre les escaliers. Je faisais 15 minutes de renforcement de poids de corps et le lendemain, je me réveillais, j'avais l'impression que j'avais fait 100 km. Parce qu'en fait, mes muscles n'étaient pas innervés. Donc il y a clairement un avant et un après, dans le sens où je peux marcher, je peux trottiner maintenant. Mais voilà, j'ai plus de dysfonctionnement. Psychologiquement, j'imagine que ça a été très difficile. T'es trailer professionnel, c'est ton métier, c'est ta passion. T'as dû arrêter, faire une croix sur non seulement ta saison, mais peut-être un peu plus. Comment tu l'as vécu dans la tête? Au final, pas si mal, parce que comme tu l'as dit, j'ai pas fait une saison blanche, parce qu'au final, ça s'est vraiment installé en septembre. Ouais. Il y a eu la hard rock, il y a eu d'autres courses avant. Donc. Mais le truc qui était vraiment, comme disait Charlotte, en fait, c'est juste que t'as pas de deadline, tu sais pas où tu vas. Il n'y a pas de consensus, en fait, dans un problème où tu côtoies des scientifiques, des médecins. C'est ce qu'on appelle l'errance médicale, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, certains te disent que c'est plutôt ça, certains te disent que c'est plutôt... Et après, en gros, tu dois t'auto-diagnostiquer. J'arrivais dans les laboratoires et je leur disais, OK, en fait, on va faire ce protocole. Ouais, c'était moi qui faisais mes protocoles. Ouais. Du coup, c'était marrant. Tu te connais quelque par cœur part. aussi. Tu récupères plein de données, tu explores plein de trucs. Et au final, tu n'as pas trop le temps. Enfin, moi, j'ai pas eu trop le temps de me trouver sur mon canapé en disant, oh là là, qu'est-ce que je fais? En fait, j'étais toujours en train de contacter des gens, d'aller à droite, à gauche, etc. D'écouter les musiques d'attente, des laboratoires. Que tu connaissais par cœur. Taper un, je mettais en haut-parleur, je dansais, tu vois, j'attendais. On a passé beaucoup de temps dans la voiture avec la musique de temps. Mais t'étais dans une posture de combat pour essayer de trouver le problème. Donc ça te mettait dans l'action, en fait, quelque part. Katie, au quotidien, pour toi, comment tu le vivais de le voir Pour moi, on ne cherchait pas une solution pour être coureur. C'était juste pour marcher dans la vie. On a fait une randonnée de 20 minutes et généralement, il ne peut pas descendre le sentier. Et ça, c'est rigolo un peu, mais après, on dit, ça, c'est pas cool. On ne peut même pas faire un petit marche. Mais généralement, il est toujours super fort avec des... C'est pas vraiment une blessure, mais avec des temps compliqués. Et On sent que ça te touche quand même. Ça devait pas être une période facile parce que j'imagine dans la vie aussi, dans une vie de couple, quand il y a une grosse blessure qui arrive et que ça remet tout en question, c'est difficile aussi, quoi. T'as une maison qui vit à 2 vitesses, quoi. Je savais même pas, est-ce que je dois marcher? Est-ce que c'est détrimental ou pas? Est-ce que je vais détériorer un truc? Parce que clairement, après, j'avais
des douleurs partout. Est-ce que je dois me reposer? Non, mais Mais c'était je trouve content, que t'as été mais hyper du coup, fort c'est dur. de rester à côté de Katie qui s'entraînait pour ses objectifs. Ça devait être quand Ouais, même pas ouais. facile aussi Ah pour toi. ouais, ouais, c'est sûr. À la Et fois, puis, ça doit être bien Cathy, tu as culpabilisant été aussi. super forte Ouais. de continuer à rester focus sur tes objectifs et à les réussir, alors que finalement, il y avait Germain à côté qui... Ouais. Enfin, Mais en vrai, ce franchement, truc c'est- d'infiltration, ça nous a un peu sauvé la vie, en gros. Ouais. Parce Ouais. que, en passant, bon, moi, je crois pas du tout. Au début, en fait, tous les tests qu'ils faisaient, c'était avec des tapes, des stimulations de nerfs et tout, des infiltrations. Et je sais pas, ça a jamais marché sur moi, les infiltrations et tout. Du coup, quand le chirurgien m'a fait les infiltrations, je me dis, ouais, c'est bon. Et je me dis, merde, un matin, je me lève clairement, je descends les escaliers. Et clairement, bah, normalement, je descendais, je me tenais aux rampes et tout. Et là, je suis, oh, merde, je peux descendre l'escalier. Et du coup, ça m'a mis dans un mood vraiment trop bien. Et je pense que ça a été productif à ce moment-là pour la semaine. Du coup, je courais 30 minutes, 1 heure. Puis 7 jours après, je me dis, oh, aujourd'hui, je fais 1h30 et je pars au bout de 2 minutes. Je fais, ah mince. Ah ben non, ça marche plus. Ouais. Et du coup, mais c'était rassurant aussi. Je me dis, ok, bon, bah, c'est clairement ça. T'as trouvé une solution. Ouais, quoi. voilà, Enfin, C'est pas t'as- complètement perdu. Est-ce que ça vous a rapprochés, tous les deux, cette épreuve? Je sais pas, je pense qu'on est déjà assez soudés sur. C'est pas la première. Ça vous a pas dessoudé, chose. en tout cas. Non, non, ouais, non. Oh, Ouais, c'est une bonne nouvelle. Exactement, dans ce sens-là. Ouais, non, ouais. Une épreuve dans un couple, quand elle est validée, passée avec ce succès, ça renforce forcément. Il est peut-être un peu tôt pour s'en rendre compte, Mhm. parce que tu sors à peine de cette période. Mais je pense sur le long terme, quand vous y repenserez, peut-être que vous direz que ouais, c'était un moment fort qui vous a appris beaucoup l'un sur l'autre aussi. Johan, ça t'inspire quoi, Bah, ce que raconte Germain? c'est déjà bravo d'avoir. Enfin, je trouve que c'est une belle leçon de courage. Il met le doigt sur quelque chose que nous aussi on peut vivre mal en tant que thérapeute, c'est de pas savoir. Alors ça, souvent, c'est pire pour le patient. Et puis le patient vous questionne. Mais qu'est-ce que j'ai ça rend fou en fait ce genre de truc. L'inconnu, c'est le pire, en fait. Bah ouais, parce qu'on n'a pas réponse à tout. Quand on vient nous voir, on croit un peu ça. Hein, on se dit, ouais, il est kiné, il va savoir. Et non, en fait, il y a des fois où c'est compliqué. Et ça, je pense que c'est, en tout cas pour un thérapeute et un patient, c'est la pire chose, de ne pas savoir. T'avais déjà entendu parler de Non. ce syndrome-là de compression d'un nerf qui fait perdre Alors, la force dans les Oui, jambes? de compression de nerfs, Ouais. mais c'est souvent plus sur le membre supérieur, souvent plus le nerf ulnaire, souvent plus le coude. Ouais. Notamment, moi je bosse beaucoup dans la gym, donc c'est des choses que j'ai pu voir. Par contre, en course, je pense pas que ce soit si courant. De toute façon, sinon, on aurait trouvé ça plus C'est vite. ça. Ouais. Mais pour rebondir, en fait, les gens qui maintenant se spécialisent dans ce phénomène-là sont des gens qui sont spécialisés dans le phénomène de la compression du lacertus, comme tu viens de parler. En fait, c'est la même chose, mais dans les membres inférieurs. Et donc, voilà, il y a tout ce travail. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, en 2024, j'avais été vraiment un peu discret, j'avais pas communiqué sur le truc. Et là, je me suis dit, en fait, moi, je suis arrivé dans une situation invalidante. Et je me dis, bah, je vais communiquer pour que justement, si j'avais su ça 1 an avant, bah, j'aurais pu faire plein de méthodes moins invasives pour soigner. Ouais. Et moi, je suis arrivé au stade où le chirurgien m'a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un avec un tel déficit. Il m'a dit, toi, il n'y a même pas à se poser de questions, en fait. Donc, je lui dis, bah, je vais communiquer. Et au final, j'ai énormément de jeunes qui ont ce genre de trucs, qui ont contacté les médecins et tout. Et je suis content parce qu'ils vont pouvoir éviter cette casse-chirurgie, tu vois. Je vais donner quelques chiffres qui montrent que les blessures font partie intégrante du sport d'endurance. Une étude de 2020 du CHU de Saint-Étienne sur un peu plus de 7000 athlètes qui couvre toutes les disciplines de l'athlétisme a montré que 90% des sportifs avaient eu au moins une blessure dans leur carrière. Donc c'est la quasi-totalité. Et ça concerne aussi les athlètes amateurs, évidemment, vous qui nous écoutez. La moitié des pratiquants de course à pied se blessent tous les ans, selon une étude de 2021 pratiquée sur 3669 coureurs. Et parmi ces blessures, les blessures de surmenage sont majoritaires. Ça représente à peu près 60% des blessures. Johan, c'est normal de se blesser quand on court? Alors, bah, tu l'as dit, 1 personne sur 2, donc les statistiques ne mentent pas. Je pense qu'en tout cas, alors moi je vois beaucoup de coureurs amateurs dans mon cabinet. Et je pense que c'est déjà du fait qu'ils soient amateurs assez courant, parce qu'il y a souvent un manque de lucidité
quant à leurs aptitudes et ce qu'ils veulent obtenir. Souvent, ils vont répéter ce qu'ils ont vu sur Internet, tel programme, et puis ils vont reproduire, et ils ne sont pas lucides par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, ils ne sont pas assez progressifs, et du coup, de ce fait-là, ça peut arriver souvent. Et puis chez les pros, c'est peut-être un manque de lucidité par rapport aux aptitudes du moment, parce que, tu vois, par exemple, Fred, tu disais que toi, tu t'es blessé au sacrum il n'y a pas très longtemps. Je sais que vous avez eu un heureux événement il n'y a pas très longtemps. Et tu vois, ça, c'est quelque chose de très courant. Moi, ça me parle tout de suite. Vous venez d'avoir un enfant, tu dors moins bien, tu t'entraînes pareil. Et puis, en fait, tes aptitudes du moment ne sont pas les mêmes. Ouais, ça, la vie quotidienne, la vie du sportif amateur qui a un travail à côté, une famille, ça a un impact sur les blessures potentielles qu'on peut se faire pendant la pratique sportive, quoi. Exactement. Et du coup, pour répondre à ta question, parce que je répondais un petit peu à côté, mais je pense que c'est assez difficile de ne pas se blesser quand on pratique le sport. Bien sûr que je pense qu'aussi c'est corrélé au nombre d'heures de pratique. C'est sûr que si tu vas courir une fois par semaine, tu as peut-être moins de chances de te blesser. Il y a des gens qui disent, en pointant du doigt un peu les coureurs blessés assez fréquemment, ah bah vous voyez, le sport c'est pas bon pour la santé. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez? Germain? Oui. Non, c'est vrai que c'est le sport de haut niveau, non, on n'est pas forcément bon pour la santé. Non, là on parle vraiment du sport amateur, hein. Et c'est vrai que les blessures parmi les gens qui pratiquent la course à pied, enfin moi je le vois autour de moi, c'est quand même ultra fréquent, quoi. On a un peu l'impression que c'est un passage obligé dans une vie de coureur amateur de développer à un moment le syndrome des essuie-glaces, la tendinite du moyen fessier, les périostites, etc., quoi. C'est dur de passer à côté, Johan. Oui, tout ce que tu as cité, c'est des choses que je vois pas mal au cabinet. C'est quoi que tu vois le plus? La pathologie que tu vois le plus dans ton cabinet chez les coureurs? Si on prend les coureurs, ça va quand même différer du trailer, peut-être que du coureur sur route. Coureur sur route, il y a peut-être, et les stats le montrent, c'est un peu plus pied-genou. Et les trailers, ça va peut-être un peu remonter avec les côtes. Donc au niveau des hanches. Au niveau des hanches, mais il y a aussi les genoux avec les descentes. Okay. Tout ce qui est excentrique rapide. Donc ça, c'est... et le top 1? Le top 1, alors en ce moment j'ai vu beaucoup de hanches, mais c'est normalement pas le top 1, mais je dirais tendinopathie d'Achille, fasciite plantaire, et puis syndrome des essuie-glaces. Alors c'est pas un top 1, c'est un top 3, mais... Syndrome des essuie-glaces, là, le fameux TFL, ça, c'est le fléau dont parlait Charlotte, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation. Ouais. Je me suis fait opérer du syndrome des essuie-glaces. Je fais tout, moi. Ah, je savais pas qu'on pouvait se faire opérer du syndrome des essuie-glaces. Bah, je teste un peu. Donc, et alors, c'était bien? T'arrivais plus à te défaire de la tendinite? Au début, j'ai eu un peu une errance. Au début, on pensait que c'était un problème de ménisque, etc. C'est quand j'ai transitionné du vélo à la course à pied. Donc forcément, tu as un super moteur, mais un châssis plutôt médiocre. Donc il n'y a rien qui tient, mais tu veux aller plus vite. En gros, le problème dans la course à pied, dans le sport en général, et plus dans la course à pied, c'est qu'en gros, la forme, elle est toujours en avance sur ton système musculaire, squelettique, tendineux. La forme cardiovasculaire, tu veux dire? Voilà. Là, en fait, je suis dans cette phase-là de reprise où la forme, elle est en avance sur tout le reste. Donc, toi, tu veux aller, mais en fait, le reste n'est pas prêt. Donc, ça prend du temps. La mécanique prend plus de temps à s'adapter que le cœur et la capacité cardiovasculaire. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi pas mal de sources de blessures qui viennent. On va en parler, évidemment. On va parler des fameuses règles d'or de progressivité, de charge, pour savoir comment éviter ou en tout cas limiter le risque des blessures, parce que le risque zéro n'existe pas, mais il y a des méthodes pour réduire ce risque de blessure. Qu'est-ce que ça génère psychologiquement, une blessure, Fred? C'est quoi les étapes de la blessure psychologiquement? Déjà, la blessure, en général, quand elle arrive, c'est jamais au bon moment. Ouais. Donc, ton cerveau, il fait non, c'est rien ça. C'est rien du tout. Demain, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est le déni. Voilà, le déni. Première étape, phase, le déni. Le déni. Et donc, évidemment, ça s'aggrave parce qu'on continue à courir dessus, à s'entraîner dessus. Oui, le fameux je vais quand même aller courir pour être sûr que j'ai bien mal. Parce que là, j'ai mal, mais quand même, je peux courir, donc peut-être que c'est pas si grave que ça. Et donc, on aggrave évidemment. Et puis, la deuxième phase, c'est je peux plus courir, je peux plus m'entraîner, mais je m'accroche quand même à mon objectif. Ouais. Donc, j'ai pas encore lâché l'affaire.
Je peux pas m'entraîner, mais je vais tout faire pour essayer de faire des semblants d'entraînement qui vont aggraver le truc, parce que j'ai mon objectif en tête, je veux pas lâcher. Donc ça, c'est la phase la pire, parce que dans ton cerveau, il y a rien qui va. Tu as ton objectif, mais tu peux pas t'entraîner, donc tu es très très sensible, irritable, on va dire. Ouais. Et puis, on sent l'expérience qui parle. Ouais. N'est-ce pas, là, Charlotte? il faut pas trop donner de conseils, tout ça. Genre, tu devrais te reposer. Ça passe pas. Et la troisième phase, en fait, c'est là où tu apprends. C'est là où l'acceptation. L'acceptation. C'est là où tu retrouves du plaisir parce que tu changes d'objectif. Ton objectif, c'est plus l'objectif sportif que tu avais avant. Ton objectif, c'est guérir. Donc, tu vas trouver des solutions, tu rencontres des gens, tu trouves des nouvelles méthodes. Et en fait, tu dis, ah, mais c'est génial, je connaissais pas ça. Tu mets des process en place. Et en plus, tu as complètement squeezé ton objectif sportif. Donc, tu n'es plus parasité par ça. Et tu restes sur du positif. Tu commences à mettre une pierre, puis une autre. Et tu remontes la pente progressivement. Et donc, finalement, t'en apprends sur toi. Et c'est assez agréable, en final. Charlotte... Toi qui... C'est agréable, la blessure c'est agréable, c'est la conclusion de Freud de Belaubre, parce que j'ai décidé maintenant de l'appeler Freud de Belaubre. On trouve que dans l'équipe ça lui va très bien. Voilà. Charlotte, toi qui coaches pas mal d'athlètes d'endurance en triathlon, en course à pied avec Fred, est-ce que... avec Freud, excusez-moi. Est-ce que ça peut générer carrément de la dépression chez certains athlètes amateurs, la blessure? Est-ce que vous connaissez des cas de gens qui... à cause d'une tendinite ou d'une déchirure, tombent dans une forme de déprime, voire de dépression? Oui, complètement. Le sport, ça permet de libérer des hormones du plaisir. Et quand on s'en passe, on est en manque de quelque chose. Donc, quand on ne peut plus pratiquer ce qu'on aime et ce qui nous fait du bien, pour certains athlètes, oui, il y a une forme de dépression. Après, voilà, ce que Fred a bien décrit, je trouve que c'est vrai, il y a vraiment 3 étapes, mais cette deuxième phase de dépression, elle passe quand on arrive à trouver une solution à son problème. Donc, même si on sait que c'est un mois où on ne va pas pouvoir courir, mais on peut mettre en place des choses. Et puis ça passe complètement lorsqu'on peut se reprojeter à nouveau sur un nouvel objectif. Donc, je dirais que c'est une forme de dépression, mais peut-être temporaire, quoi. C'est pas quelque chose qui s'installe, mais oui, c'est clair qu'un sportif qui pratique régulièrement et qui peut plus pratiquer, il y a un moment donné où il passe par une phase de petit burn-out, quoi. Toi, ça se passe comment quand tu peux plus pratiquer la course à pied? Je prends sur moi, je me pose, je lis, je suis très zen. Tu médites? Je médite. Et tout va bien, hein, n'est-ce pas, Fred? Je valide. Très Dès qu'elle a un agréable petit à la bobo, maison. Puis elle s'écoute tellement. Dès qu'elle a un petit bobo, tout de suite, hop, je suis raisonnable. Je me repose. C'est pour ça que tu donnes pas de conseils, du coup. Ouais. À ce moment-là. Je dis rien là. Sachez, chers auditeurs, que c'est exactement l'inverse. Katie, est-ce que tu as déjà été déprimée à cause d'une blessure? Oui, c'est sûr. Maintenant, j'ai un petit... j'espère que c'est petit, mais j'ai mal au pied. Et... ouais, je suis un peu triste quand j'ai le temps toute seule. Je dis, qu'est-ce que je fais? Même ici, tout le monde demande, c'est quand la prochaine course? Tu fais quoi maintenant? Et c'est cool de parler des choses comme ça, mais aussi tu dis, en fait, je sais pas si... Ça te renvoie à ta blessure, en fait. Ouais. Mais dans les moments comme ça, avec Charmant, c'est un peu... C'est un truc en plus qu'on a chacun de parler. Moi, je suis triste, comme vous aussi. C'est pas pareil quand c'est avec ma mère. Elle dit, pourquoi tu es triste? Je peux pas courir. Ah, ok. Oui, c'est ça. Non, mais l'entourage a parfois du mal à comprendre quand on n'est pas soi-même sportif ou soi-même un peu... addict à une forme de sport d'endurance. On a du mal à comprendre que ça puisse être source de déprime. Ouais. Comme l'a bien dit Fred, il y a un processus d'acceptation de la douleur. Et donc, quand on est sportif, addict, tu vois, la famille ne va pas comprendre, comme tu le dis. Nous, en tant que thérapeute, on doit être là pour déjà accueillir ça, écouter le sportif et l'aider à prendre conscience qu'il est blessé et l'aider à accepter. Parce que
finalement, on pourra pas l'aider à guérir. Donc, finalement, ce truc-là, le fait que la famille soit pas à l'écoute, nous, on doit remplacer un petit peu ça. C'est un peu notre rôle de thérapeute. On a ce côté un peu psy, entre guillemets, pour remplacer cette écoute qu'ils ne peuvent pas avoir chez les proches. Toi, Germain, tu as eu de la compréhension dans ton entourage ? Non. Non. Pas du tout. Non, c'était tous des cons, quoi. Ouais. Non, mais clairement, non, pour rebondir, je pense, sur ce que Charlotte et Freud disaient, c'est que on a la chance d'être à deux dans le même navire. Et du coup, je pense que l'autre permet aussi de faire ouvrir les yeux. Tu vois, là, Cathy me dit « Oh là là, j'ai mal là » et tout. Je dis « Oui, mais t'as vu un tel, il t'a dit ça. » Enfin, tu remets en perspective et tu remets un peu la personne sur la positivité, des choses comme ça. Et je pense que c'est quand même pas mal aidant d'avoir quelqu'un qui connaît, qui sait. C'est sûr qu'après, voilà, il y a des personnes... moi, je me confie pas à certaines personnes de mon entourage parce que je sais que ça sera complètement contre-productif. Donc, Qui, par exemple ? Voilà, mes parents, je leur dis, je pense qu'ils savent pas du tout comment je m'entraîne et c'est pas grave. Tu veux dire qu'ils n'ont pas conscience de l'épreuve que tu as traversée, par exemple ? Si, mais ils sont super. C'est des gens qui me supportent vraiment à fond, mais ils n'ont pas du tout. C'est pas une famille de sportifs, du coup, ils n'ont pas du tout la compréhension de voilà comment je m'entraîne, comment je vis, comment je mange au quotidien. Enfin. Donc, tu as plutôt envie de te confier à des gens qui comprennent ce que tu vis et la manière dont tu t'entraînes pour pouvoir échanger sur les mêmes bases, quoi. Si je vois dans le blanc de l'œil qu'il y a une connexion, tu t'y engouffres. Voilà, je m'y engouffre, sinon... On saura tout sur ton air comprimé. J'écoute, voilà, exactement. Sinon, j'écoute, j'observe et je laisse couler, quoi. Ouais. La priorité pour les parents, c'est la santé de son enfant, je pense. C'est ça. Donc, Exactement. L'enjeu sportif, finalement, c'est tellement loin. Quand ils te voient en bonne santé, pour eux, c'est principal. C'est ça. Alors, comment on fait pour se remobiliser après une blessure ? Comment on sort de cette pénombre, de cet état psychologique un peu compliqué pour repartir du bon pied ? Il faut aussi pas s'attendre à une progression linéaire, en fait. On a toujours... Pas de miracle. Ouais, tu te remets en route petit à petit et il va y avoir des jours où tu vas avoir des doutes. Clairement, il y a des jours où je me remets en route, je me dis trop bien. Et puis après, il y a des petites alertes où je me dis est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Donc voilà, il y a tout ce passage-là qui fait que voilà, globalement, la pente est ascendante. Mais effectivement, c'est pas linéaire. Et il se peut qu'il y ait des petites douleurs alors qu'on n'en avait plus. Et ça fait paniquer les athlètes quand ils reprennent. Donc, un bon plan, de l'optimisme et dédramatiser la douleur. Moi, souvent, ce que je dis aux patients, votre douleur, c'est votre guide. Elle vous accompagne. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'elle soit trop forte, mais si à un moment donné, il y a un petit peu de douleur alors que ça allait mieux, écoutez-la. C'est votre amie. Elle va vous dire, tiens, là, tu as fait un petit peu trop, adapte. Donc ça, c'est super intéressant. Toi, Johan, tu dis qu'il faut écouter la douleur. Oui, c'est pas un ennemi. C'est un allié de la guérison, en fait. Oui, carrément. C'est peut-être juste que la reprise, elle a été un peu trop rapide et qu'il faut réajuster pour... Ou tu étais fatigué ce jour-là, ou tu étais mal hydraté, ou parce que c'est multifactoriel. Et en plus, douleur, comme on disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire lésion. Une douleur, ça peut venir du cerveau. Peut-être aujourd'hui, tu disais, tu es peut-être en état de déprime, tu en as marre, tu voudrais t'entraîner plus fort. Et aujourd'hui, tu vas à reculons sur cette pseudo-course rééducation. Tu n'as pas envie de la faire, mais tu l'as fait parce qu'il faut. Peut-être que ça peut générer une douleur. Donc de ressentir une douleur quand on reprend après une blessure, c'est pas forcément quelque chose qui doit nous faire paniquer. C'est juste une indication sur peut-être modérer un peu la reprise, quoi. Exactement, elle est utile. Et parfois, j'ai une petite anecdote là-dessus, j'avais un patient coureur qui avait mis vraiment beaucoup de temps à reprendre. Et puis, il me le raconte, on était sur les dernières séances de kiné, il me dit, ça y est, j'ai repris, mais je dois vous dire, il y a un truc hyper bizarre, c'était la première vraie séance que j'allais faire. Et quand j'ai mis mes baskets, je me suis levé, j'ai eu mal au genou. Et je lui dis, ah bon ? Et il me dit, non, j'ai fait quelques pas et c'est parti. Et en fait, le fait d'avoir mis ses baskets, d'être allé courir, de se dire, là, ça y est, j'y vais là maintenant,
il a eu un petit rappel du cerveau, tiens, t'as mal au genou, attention. Donc il y a ce côté-là aussi un peu psy qu'il faut pas oublier d'aborder dans le plan. Si on développe une tendinite, que ce soit le syndrome des essuie-glaces ou d'autres types de tendinites, moyen fessier, etc., c'est quoi les règles d'or de la reprise ? Alors, le premier mot, c'est l'adaptation. Souvent, les gens, c'est on-off. J'ai mal, j'arrête. D'où la déprime. En fait, non, on peut faire autre chose. Dès qu'il y a des petits signaux, on peut aller s'entraîner en salle, comme tu le disais. Alors, sauf quand faire d'autres sports. Sauf quand la douleur a atteint un pic trop grand, comme tu le disais, Charlotte, tout à l'heure. Je ne peux plus faire vélo, plus rien. Bon, là, c'est qu'on est allé trop loin. On a poussé trop fort la machine, généralement. En même temps, il n'y a encore pas si longtemps, les conseils qu'on donnait aux gens qui avaient des tendinites, c'était oulala, surtout, il faut arrêter, il faut se reposer. Ouais. Aujourd'hui, on en est un peu revenu là-dessus. C'est pire. Si tu arrêtes, il faut plus arrêter, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas te désentraîner encore plus, t'enraidir encore plus, tu deviens moins résilient. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ça y est, là, je me suis arrêté 1 mois, puis je reprends où j'en étais. C'est-à-dire que si je courais 10 bornes 3 fois par semaine à 5 de moyenne, du coup, je refais la même chose. Et la catastrophe. Là, tu te blesses vraiment pour le coup. Ouais. Donc, non, il faut prendre ça un peu plus intelligemment. Et puis, du coup, ça permet d'éviter la déprime si tu peux t'entraîner Donc, en très, adaptant. très important à retenir, si vous avez une tendinite, surtout, il ne faut pas tout stopper d'un coup. Il faut adapter l'activité. Mais se faire aider pour adapter. Et se faire aider par un professionnel de santé, un kiné, et en tout cas continuer à faire certaines activités physiques pour pas complètement stopper, quoi. Et puis ça peut même aider. C'est-à-dire que c'est là que ça switch un peu dans l'esprit des gens. C'est que beaucoup de gens se disent repos, je vais aller mieux. Non, des fois, faire autre chose, ça me permet d'aller mieux. Ouais. Est-ce que le fameux marche-course, c'est un indispensable de la reprise après une blessure ? Je sais que Germain, tu pratiques ces derniers temps le marche-course. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est 1 minute de marche, 1 minute on trottine, 1 minute on marche, 1 minute on trottine. Ça permet de reprendre progressivement une activité avec une charge assez faible. Trail, ça, de toute façon. C'est de l'ultra-trail. Mais alors pas pendant 170 km normalement pour une reprise de blessure. Non mais ça fonctionne bien, le marche-course. C'est vrai qu'avec les coureurs lambda, c'est quelque chose qui fonctionne bien quand il y a encore un petit peu de douleur, mais qu'on voudrait reprendre, ça permet aussi de ronger son frein. D'accord. Donc ça, c'est utile. C'est frustrant, le marche-course. Moi, pour l'avoir expérimenté après une tendinite, on se dit, oh là là, je vais aller courir, marcher pendant 40 minutes, la loose, vraiment, on se sent nul, il y a tous les gens qui nous passent à côté, mais c'est super efficace, Fred. Ouais, c'est frustrant, sauf que tu peux quand même bouger, tu sors, tu mets tes baskets, ça reste un entraînement. Par rapport à rien faire, c'est déjà progressé. Puis tu sais que si ça se passe bien, demain, tu vas peut-être faire 2 minutes de course, 1 minute de marche, et ainsi de suite. Donc moi, je trouve que c'est plutôt encourageant. Pour l'avoir pratiqué justement après ma fracture de fatigue, le jour où on m'a dit vas-y, t'as le droit d'aller faire 1 minute course, 1 minute marche, j'avais le smile, au contraire, j'étais trop content de pouvoir y aller. Le conseil numéro 1 pour reprendre après une blessure, Germain, en quelques mots. Progressivité. Progressivité. Ouais. Ok. On va y venir parce que la progressivité, c'est aussi une méthode pour éviter de se blesser. Parce que là, on parle de comment reprendre après une blessure. Mais le plus important, c'est peut-être d'éviter la blessure avant qu'elle n'arrive. Et on va parler de progressivité et de toutes les méthodes qui existent pour éviter ces blessures. Mais Katie, un conseil pour reprendre après une blessure ? Si t'es triste, c'est pas un truc. Ça va. Ça dit que tu aimes le sport, tu aimes courir. Et ça, c'est cool. Si t'es triste, c'est que t'aimes le sport. Ok, pas mal. C'est beau. Johan, le conseil numéro 1. Moi, il y aura un petit conflit d'intérêt, mais il faut aller consulter. Consulter un kiné. Entourer. Non, c'est pas un conflit d'intérêt. Aller consulter un professionnel de santé, je pense qu'on peut le dire sans avoir ça peur. permet d'éviter quelques erreurs des fois. Hugo, Tormento. Moi, je trouve que dans chaque situation un peu négative, il y a toujours du positif et tu peux essayer de faire quelque chose. Et moi, je fais un sport où il y a 2 sports, il y a la natation et la course à pied. Donc, j'arrive à rebondir avec le swimrun. Donc, je peux rebondir sur un autre sport. Donc, quand je peux pas courir, je peux mettre plus de natation. Mais c'est aussi, ça libère des plages horaires où tu peux faire plein d'autres choses. Donc, même si tu peux pas faire ni la natation ni la course à pied, tu peux faire des travails de respiration, par exemple, parce qu'on sait que l'apnée aussi aide beaucoup. Donc, j'essaie de, du coup, rentabiliser ce temps-là pour faire tout un tas de choses que je suis pas capable de faire dans le reste de mon quotidien quand je pratique tous les sports. Fred ?
Alors moi j'ai un conseil que j'ai bien étudié là, c'est la reprogrammation mentale, puisque je me suis aperçu en étant blessé moi-même que ce qui faisait ma force, c'était de me projeter sur ma compétition, de me dire voilà, j'ai une compétition dans X mois, ce qui fait ma force c'est justement de ma vision à long terme, et ce qui fait la faiblesse de quelqu'un de blessé, c'est justement cette vision à long terme. Donc c'est le paradoxe de la blessure, faut complètement couper ça. J'ai rien compris. Il faut. Non, en fait, quand ce qui fait la force de Germain, de Cathy, de toi, quand tu as préparé ton 10 km à Paris, c'est de te projeter sur un objectif. C'est de se dire, OK, j'ai 3 mois, et là, tous les matins, il pleut, il neige, il fait froid, j'ai mal aux jambes, mais j'y vais quand même parce que j'ai cet objectif, j'ai cette vision à long terme. Et quand tu es blessé, en fait, ce qui fait ta force, c'est justement de plus du tout avoir de vision à long terme. Ta vision, c'est, est-ce que je peux faire 1 minute ? Oui, non. Je peux pas faire la minute, ok, je m'arrête. Je peux faire la minute, ok, j'en fais une deuxième. Et en fait, c'est ce qui fait la force de quelqu'un qui est blessé en rééducation, c'est l'instant présent, rester dans l'instant présent et surtout casser cette vision à long terme. Donc il y a un paradoxe entre l'athlète de haut niveau qui est très fort parce qu'il se projette et la rééducation où justement il faut surtout pas se projeter. Merci Freud. Charlotte. Bon, arriver à prendre en compte la charge globale, c'est-à-dire les 3 piliers, entraînement, travail et famille, enfin vie perso, parce que souvent en fait on se rend pas compte de la fatigue que les 3 génèrent, et donc pour se peut-être réduire et adapter, comme l'a bien mentionné Johan, adapter à son quotidien. Je veux juste m'arrêter 2 secondes sur une blessure dont on a déjà parlé et qui concerne beaucoup de gens, c'est les TFL, le fameux syndrome de l'essuie-glace. Pour les gens qui nous écoutent et qui souffrent d'un syndrome des essuie-glaces, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chez la plupart des coureurs amateurs, déjà, dans un premier temps, c'est souvent une surcharge d'entraînement. Donc quand on est en aigu, que ça fait pas longtemps, déjà, on reprend cette adaptation de la charge d'entraînement. Ça peut être aussi aigu, des fois, il peut y avoir un dérangement articulaire. Alors, c'est le côté un peu ostéo qui va parler. Ça peut aider. On peut avoir une sacro-iliaque qui bouge pas bien, avoir des tensions au niveau du grand fessier. Donc, ça m'arrive sur certaines séances d'ostéo de débloquer les choses en 1 ou 2 séances. Okay. C'est pas le plus courant. Et puis après, quand c'est chronique, là, c'est plus compliqué. Et donc là, on va faire un bilan un peu plus poussé. Voilà. Tu peux avoir, alors c'est sûrement ce qui t'a amené Germain à être opéré, mais c'est qu'il peut y avoir aussi un état de fibrose quand ça a été très inflammatoire pendant longtemps. Là, on va avoir les tissus qui sont très adhérents. Il va y avoir aussi quelque chose dans le cerveau qui s'installe, parce que ça c'est prouvé, c'est-à-dire que quand une douleur dure longtemps, elle se chronicise. Donc je dirais que ça dépend du stade. Après, dans la kiné, il va y avoir tout un arsenal thérapeutique sur le travail de mobilité, le travail de renforcement. Le renforcement musculaire, évidemment, qui fait partie de la rééducation pour tout un tas de blessures. On a parlé de comment rebondir, comment se remobiliser après une blessure et comment reprendre. Là, on va parler peut-être du plus important, c'est comment éviter au maximum de se blesser. Comment faire pour que la blessure n'arrive pas. Je crois que la quasi-totalité des blessures en sport d'endurance sont liées à un déséquilibre entre la charge d'entraînement et la récupération. En gros, pour résumer, on va trop vite et trop fort. On avait reçu l'humoriste Arnaud de Samer dans un précédent épisode de Safe Pace. Arnaud qui est également un marathonien et il racontait comment il s'était blessé. On écoute. Ma blessure actuelle, c'est une contracture au mollet due à une surcharge. Pourquoi ? Parce que mon coach m'avait demandé, j'ai fait une séance de dénivelé sur tapis. Il m'avait demandé de mettre 6%. J'en ai mis 12%. Ah oui. Bonne idée ça, Parce Arnaud. que j'étais bien. Ouais. Et que c'est passé crème. Allô, je suis avec Arnaud là. Et que ça passait crème. Non, et puis j'avais, je sais plus combien de répétitions à faire, 6 ou 8. Et jusqu'à la 8e, non, jusqu'à la 8e, jusqu'à 90% de la 8e, c'était parfait. Et à 10 secondes de la fin, le mollet, il s'est durci et j'ai cette contracture qui est chronique depuis des semaines. Et j'ai fait cette surcharge et mon coach qui est kiné m'a dit on sait où est ta limite quoi. Là, Johan, on est sur un cas typique. On fait plus que ce qui était prévu, on se blesse. Clairement, ça c'est ce que je vois tout le temps. Donc oui, ça c'est un conseil évident pour... Alors, je crois pas qu'on puisse éviter les blessures. Moi qui ai été amené beaucoup à intervenir dans des clubs et des fédés pour faire de la prévention, j'ai un peu du mal avec ce mot maintenant parce que
dans la tête du sportif, il imagine que s'il fait de la prévention, justement, il va plus se blesser. Et ça peut amener à ce genre de dérive d'ailleurs, à se dire j'ai fait de la prévention, donc je peux faire un petit peu plus. On prévient pas la blessure. Par contre, on peut rendre son corps plus résilient. Et donc ça, il y a plein de choses à faire. Tu en parlais du renforcement musculaire tout à l'heure. On va y venir. Voilà, donc je vais pas... C'est quoi les règles d'or de la progressivité ? On parle souvent du fameux plus 10% par semaine, c'est-à-dire de ne pas augmenter la charge d'entraînement, donc le nombre de kilomètres qu'on court, de plus de 10% par semaine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine, ça ? Après, on est toujours sur le fil, et c'est le principe aussi de l'entraînement, c'est d'aller toucher ses limites. Donc, la progressivité, c'est importante, mais ouais, pour rebondir sur ce que disait Johan, c'est vrai quand on cherche à optimiser ses performances, on cherche à s'approcher d'un entraînement proche de ses limites. Donc, on va augmenter les charges, augmenter le volume. Et autant ça passe et on fait une super course et on est un héros, et autant on se blesse et on est un petit peu le bouffon, quoi. Tu vois, il y a toujours ces deux questions-là. Donc, pour en revenir à la progressivité, quand on reprend, je pense que c'est important. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de règle. C'est plutôt vraiment rester connecté à ses sensations par rapport à ce qu'on peut faire. Et que ce soit de la reprise marche-course, que ce soit de la reprise course. Après, il y a toujours ce différentiel entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Il faut vraiment s'entraîner par rapport à de là où on part, mais pas pour viser ce qu'on veut viser, quoi. Fred, les règles d'or de la progressivité, c'est quoi ? Tout simplement, ça porte bien son nom. Tout le monde sait ce que ça veut dire, progressivité. C'est mettre des pas les uns après les autres. Et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Germain. Pour la progressivité, c'est au lieu de forcément toujours regarder le point d'arrivée, c'est rester un minimum sur l'instant présent et se sentir sur les entraînements, être à l'écoute de son corps. Et s'il y a une petite tension qui arrive, plutôt que ne pas l'écouter parce qu'il y a l'objectif qui approche, se dire je m'arrête tout de suite, je me repose une journée ou deux, ou alors au lieu de faire une séance de piste, aujourd'hui je fais qu'un petit footing et ça se trouve au bout de 3 jours c'est terminé. Alors que si vraiment je m'accroche à mon programme coûte que coûte, que je vais faire la séance et que ça peut déboucher sur une grosse blessure et c'est là que c'est le drame. Quand on va courir 2-3 fois par semaine, voire moins, est-ce que d'une semaine à l'autre, on peut doubler la charge d'entraînement ? Si on va courir une semaine une fois, est-ce qu'on peut y aller 3 fois celle d'après ou c'est une bêtise ? Comme tu as dit, 10%, je pense que c'est pas mal. Rajouter une sortie déjà avec un footing sans intensité pour voir un peu comment ça se passe et puis être à l'écoute de cette progressivité. Si on s'aperçoit que la progressivité est trop grande, parce qu'elle est individuelle la progressivité, donc ça se trouve passer de 3 footings par semaine à 4, même si c'est que 30 minutes de plus, c'est peut-être déjà trop. Donc la progressivité, elle est individuelle, il faut l'écouter et la tester. Et si on n'a pas un plan d'entraînement comme certains athlètes professionnels et qu'on tâtonne un petit peu, faut être à l'écoute, on teste. Un footing de plus, ça passe. Si ça passe pas, on repasse à 3 sorties. Ok. Johan ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour en tout cas faire attention aussi au plan. Des fois, ça peut être la planification peut être aussi le piège parce que quand on a planifié, on peut se dire ça y est, c'est carré, je vais suivre ça et je vais pas me blesser. Mais encore une fois, suffit que tu aies fait 3 nuits blanches, que tu aies eu un repas plus qu'arrosé. Ça, on sait que ce sont des facteurs de risque de la blessure. Et comme tu le disais tout à l'heure, Hugo, on parle aussi à un public amateur. Et souvent, ça, la plupart des gens, ils ne le captent pas. C'est normal pour eux. Ah ouais, c'est vrai que j'avais un peu picolé la veille, mais c'était pas grave. Là, j'ai eu une patiente il n'y a pas très longtemps, elle s'est blessée. Elle avait déjà mal avant de faire un trail de 17 km. Elle avait déjà mal. Elle s'est dit, je vais prendre des anti-inflammatoires, je vais continuer à m'entraîner. Ça va mieux. Du coup, la veille de son trail, elle est allée faire son entraînement et elle s'est vraiment blessée juste avant, en n'écoutant pas les signaux, en fait. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que planifier ces entraînements, ça peut être une bonne méthode pour pas faire trop vite ? Ça, c'est certain. Je pense qu'il faut planifier et en parallèle, comme tu le disais, Fred, écouter son corps et être à l'écoute des signaux de fatigue
de déshydratation, regarder si on a quand même bien mangé, puis tenir compte aussi de son âge. Tu vois, moi aussi, je m'entraîne encore. Je m'entraîne plus de la même manière qu'à 20 ans, à 40 ans. On récupère pas de la même manière. Il faut aussi se connaître. Ça peut aider aussi à planifier. Est-ce qu'il y a une règle sur l'augmentation du volume ? Comme tu le disais, c'est les fameux 10%. Maintenant, je pense que c'est pour moi, ça c'est mon avis perso, mais je l'ai vécu avec mes patients quand même. C'est intrinsèque à chaque personne. C'est trop multifactoriel, la blessure, pour dire à partir du moment où on augmente de 10%, c'est sûr on va pas se blesser. Ça, ce serait faux de dire ça. Ouais. Donc ça, c'est important de le dire aussi aux gens. C'est pas parce que vous avez la fameuse règle des 10% que vous n'allez pas vous blesser. En tout cas, ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que il faut pas passer de 20 km par semaine à 60 km par semaine en un mois, parce que là, c'est à peu près sûr qu'on va aller au carton, quoi. C'est clair, c'est sûr. Comment on fait pour calculer sa charge d'entraînement ? Déjà, c'est quoi la charge d'entraînement ? Juste, il faut expliquer ça de manière très simple. C'est une combinaison du volume et de l'intensité. Soit tu augmentes le volume et tu augmentes la charge, soit tu augmentes l'intensité et tu augmentes la charge. Si tu augmentes les deux, la charge, elle augmente encore plus. Ok. Donc le volume, c'est le nombre de kilomètres. L'intensité, c'est la difficulté des séances. Le volume, c'est le nombre d'heures, généralement. Enfin, nous, on raisonne en ultra-trail plus en heures, puisqu'on a le facteur terrain et le facteur dénivelé. Et sur la route, c'est plus en kilomètres. Ouais, puisque les gens s'entraînent généralement plus sur le plat, donc on peut plus parler de kilomètres ou de miles, où tu as toutes ces datas qui vont nous aider, qui vont nous donner une indication, une trend line, une courbe. Voilà, il ne faut pas avoir les données. Les données, c'est une photo du jour J. Il faut voir comment elles vont évoluer dans le temps. Est-ce qu'on a des données qui nous permettent d'avoir une idée de notre charge d'entraînement ? Justement, on a tout un panel de données qui vont pouvoir nous donner des indications par rapport à quelle est la charge, quel est l'impact du running. En gros, il y a des widgets sur la montre qui nous permettent justement d'avoir accès à ces données-là. Donc sur les montres Garmin, il y a des indications de charge d'entraînement, par exemple ? Oui, il y a par exemple une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir qui s'appelle la tolérance du running, qui va en gros te donner par rapport à ton kilométrage de la semaine et l'impact au sol, quelle est en gros la tranche dans laquelle tu devrais rester pour pas te blesser. Donc, d'accord. C'est une indication à prendre en compte et toujours à mettre en perspective par rapport à tes sensations, ce que tu fais au quotidien. Oui. Ça ne doit pas remplacer les sensations, mais c'est une indication qui permet de savoir plus ou moins quelle est notre charge d'entraînement. Etc. Et c'est à croiser avec d'autres données. Je pense qu'il est important aussi, c'est d'avoir tout cet écosystème de données où en gros, tu vas avoir par exemple cette donnée de tolérance du running, elle va un peu flasher orange. Ok. Bon, il y a ton poids qui descend, ça flash orange. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de toutes ces données qui sont entre des voyants qui vont s'éclairer, bon là, il y a tout qui te fait signe que ok, bon, il va falloir un peu se calmer. Alors sur les montres Garmin et avec les brassards Garmin qui peuvent être portés notamment pendant la nuit, il y a tout un tas d'indications qui permettent de mesurer un peu notre état de fatigue, notre état de forme, et notamment la VFC. La VFC, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est quoi ça, la VFC ? C'est l'écart en temps, en secondes, entre deux battements de cœur, tout simplement. Parce que c'est jamais régulier précisément. Voilà, et d'après les études, si c'est trop régulier, c'est paradoxalement un indicateur de fatigue, puisque jamais le temps en millisecondes est exactement le même entre deux battements cardiaques. Donc plus la VFC est basse, plus c'est un indicateur qu'on est fatigué. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des algorithmes sur les montres Garmin notamment qui servent à étudier ça. Et pour être efficace, il faut avoir une base de données sur soi qui dit que quand tu as tel écart, tu es en forme, quand tu as tel écart, tu n'es pas en forme. Et là, tu peux avoir des données relativement fiables. Donc pour mesurer cette fameuse VFC, il faut porter sa montre ou un brassard pendant la nuit, puisque c'est pendant la nuit que ça se calcule. Il faut le porter ou la porter sur plusieurs semaines, parce que c'est une donnée qui n'a de sens que sur plusieurs semaines, sur une longue période. Et ça permet quand même de savoir de manière assez fiable son état de forme du moment. Je pense notamment à Mathieu Blanchard qui disait que lui, il ne reprenait pas les entraînements intensifs après les courses tant que sa VFC était pas revenue à la normale, que c'était vraiment un indicateur qu'il regardait sur sa montre Garmin
Garmin pour savoir quand est-ce qu'ils pouvaient remettre de l'intensité dans l'entraînement. Alors il y a une autre donnée intéressante, c'est la qualité du sommeil. On sait que le sommeil joue un rôle central dans la prévention des blessures. Mieux on dort, mieux on est protégé contre les blessures, notamment les blessures liées à la fatigue ou à la surcharge. Et ça, les appareils Garmin permettent aussi de suivre la qualité du sommeil. Je ne sais pas quelle est votre qualité de sommeil en ce moment, Fred et Charlotte, là, avec le petit. Prochaine question. Prochaine question, voilà, je pense qu'on doit être sur des zones très rouges. Mais les montres Garmin donnent chaque matin un score de sommeil. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une indication quand même sur la qualité du sommeil. Et on sait que ce sommeil, c'est vraiment quelque chose de central. Écoutez ce que disait le docteur François Duforest, c'est un spécialiste du sommeil, dans un épisode précédent de Safe Pace consacré à la récupération. Pourquoi on s'intéresse au sommeil depuis maintenant 10-15 ans ? Pourquoi je suis demandé sur beaucoup de fédérations ? C'est parce qu'on s'est aperçu, et les entraîneurs l'ont bien vu, que si on dormait moins de 8 heures par 24 heures, eh bien on augmentait à peu près 2 fois le risque de blessure. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, tiens, le sommeil, c'est finalement quelque chose d'important. Ce qu'il dit, c'est que le risque de blessure est vraiment augmenté de manière significative quand on dort mal. Ça te parle, ça, Katie ? Oui, c'est bon de dormir. Entre nous, moi, je dors moins que Germain. Je ne sais pas comment ça se passe en France maintenant, mais je trouve qu'il y a beaucoup qui disent c'est pas lazy. Oui. Feignante. Les feignances que tu dors plus. Tu dors trop. Ouais. Dormir. Ouais. Et tu es plus, je sais pas, motivé si tu dors pas. Mais en fait, je suis un peu jalouse que Germain il peut dormir plus. Et c'est super cool si tu veux dormir comme ça. Combien d'heures par nuit tu dors en moyenne, Katie ? Moi, c'est vers 7-8. 7-8. Et toi, Germain ? Ça dépend aussi, oui. Plutôt 9. Plutôt 9 en moyenne. Ouais. Plutôt gros dormeur. 7-8, t'es plutôt dans la moyenne, je crois. Hugo, combien d'heures par nuit en moyenne ? Je suis pas très bon, je suis plutôt à 6 heures. 6 heures, ah ouais, c'est pas beaucoup. Fred ? Moi, je suis un bon dormeur aussi, je pense 9 heures, je dirais 8-9. Tu veux dire. Pas normal. Pas en ce moment avec le bébé, mais en temps normal. Ouais. Mon idéal, ouais. Et toi, Charlotte ? Moi aussi, c'était plutôt 9 heures, ouais. Johan, le sommeil, très important pour éviter les blessures ? On le dira jamais assez. Numéro 1 peut-être ? Numéro 1, c'est évident. T'avais, au-delà du fait en plus que oui, ça va diminuer le risque de blessure, c'est même l'inverse. Le sommeil, c'est du dopage. C'est-à-dire qu'ils avaient fait certaines études en montrant l'impact même sur la performance. Donc forcément, si tu es plus performant, tu as moins de risque de blessure. Donc oui, c'est une évidence qu'on rappellera jamais assez. C'est quoi le secret d'une bonne récup, Charlotte ? Enfin, on l'a dit, adapter la charge à ce qu'on peut faire au quotidien. Et tous ces outils qui permettent de contrôler tout ça, la fatigue, l'état de stress, l'état d'énergie, c'est des indicateurs qui permettent d'avoir des petits signaux et qu'il faut écouter aussi, quoi. Johan, au-delà du sommeil, il y a aussi le renforcement musculaire qui permet de limiter le risque de blessure. Encore une fois, pas de le supprimer, on est bien d'accord, mais de réduire ce risque de blessure. Clairement, quand on fait de la course à pied, aller faire 1 ou 2 séances de muscu de temps en temps, des squats, etc., ça peut être utile. Clairement. Donc, encore une fois, c'est prouvé scientifiquement et on le voit par expérience d'avoir pris en charge certains athlètes amateurs, même à un certain bon niveau, sur du renforcement musculaire, même en force, même avec des squats lourds ou... Alors, pas forcément, on est d'accord, ça va pas être de la force athlétique non plus, mais charger un peu, ça a un intérêt. Ça va rendre le corps plus résilient. Donc si le corps est plus résilient, ça va jouer aussi sur l'économie de course, ça va jouer sur plein de facteurs. Un truc que j'aime bien utiliser, qui fatigue pas trop les athlètes, parce que c'est ça aussi le truc. Le piège, c'est que faire de la force, ça peut aussi fatiguer. Donc pareil, il faut adapter à qui j'ai affaire. Est-ce que cet athlète s'entraîne beaucoup ? Je vais peut-être pas lui mettre des gros leg day très très forts. Par contre, j'aime bien utiliser l'isométrie pour rentrer un peu. C'est quoi l'isométrie ? Alors, tu as 2 types d'isométrie, overcoming, yielding. Grosso modo, la chaise contre le mur, c'est de l'isométrie yielding. Okay. Donc, tu résistes contre ton poids
Et puis, tu vas avoir un peu une notion d'excentrique là-dedans, Ok. parce qu'au bout d'un moment, tu faiblis. La t'essaies bonne de vieille tenir. chaise, quoi. Exactement. Mais tu peux le faire sur demi-pointe, exercice que je prescris souvent pour mes patients coureurs. Rester en isométrie sur demi-pointe, tu as beaucoup de bienfaits à faire cela. Ok, Et overcoming, tu vas pousser contre quelque chose qui ne bouge pas. d'accord. Et ça, hyper intéressant, il y a un gros impact sur la raideur tendineuse. Ok. Et la raideur tendineuse, ça aide à l'économie de course, ça peut aider aussi pour le trail dans les descentes. Hein. Et puis ça peut aussi permettre d'adapter en cas de blessure. C'est-à-dire que comme c'est toi qui pousses, soit tu fais des séances à basse intensité avec un long temps sous tension, soit tu fais un court temps sous tension, très très fort. Alors, si ce sujet du renforcement musculaire en course à pied vous intéresse, je précise qu'on a fait un épisode spécial qui est entièrement consacré au renforcement musculaire en course à pied, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Safe Pace. Bon, merci beaucoup à tous les deux, merci Germain, et bonne chance pour la rééducation. On espère que ça va le faire et que tu vas revenir à ton plus haut niveau le plus rapidement possible, et surtout réussir à reprendre du plaisir, puisque c'est ça le maître mot de ta pratique. Merci Katie, merci d'être venue dans Safe Pace, c'était vraiment un honneur de te recevoir. Merci Johan pour ton expertise kinésithérapeute et les conseils que tu as pu donner à nos auditeurs pour éviter les blessures et pour récupérer après une blessure. Merci l'équipe, et puis moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Safe Pace. Bye bye. Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément.